Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être dans votre rendez-vous des décideurs. Nous sommes comme chaque samedi au rendez-vous pour essayer d'avoir un décideur avec qui nous allons échanger autour de la question politique. Et ce soir, encore une fois, nous recevons le professeur Bonzo Malalé. Avec lui, nous allons évoquer la question liée à l'actualité politique. Je rappelle qu'il est député provincial et de Lubumbashi et bien évidemment professeur de droit à la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Très bien. Voilà, vous êtes sur ce plateau pour parler de la question politique de notre pays. Je rappelle que vous êtes député élu de Lubumbashi, de la majorité, plutôt du FCC, qui est finalement une majorité parlementaire avec le cash dans plusieurs assemblées provinciales. Alors nous allons déjà commencer par la question de l'entérinement de Rossard Malonda à la tête de la CENI, une procédure qui a été finalement très contestée et par la population et même par plusieurs confessions religieuses. Oui, merci beaucoup, Eric, pour l'opportunité que vous nous accordez. Oui. Celle de nous rencontrer après belle lurette, et ce, dans le but de parler des questions importantes du moment. Oui. Entre autres, celle-là. Moi, personnellement, ça me préoccupe le moins possible. Oui. Parce que je trouve que c'est des distractions qui n'ont aucune valeur dans le sens progressif de la marche de l'État par rapport à moi-même, par rapport aussi à la nation. Il n'y a que les intérêts sordides qui puissent militer pour que l'on arrive à des diatribes, à des controverses qui n'ont pas de sens. Dans la mesure où cette matière des élections devient finalement un capital pour lequel il faut faire les affaires politiques. Quand on a bien arrangé le capital, le résultat que l'on attend, c'est notamment la manipulation des urnes pour accéder à ce dont on a besoin. C'est ça l'être congolais, et c'est médiocre. Dans d'autres pays, nous voyons les élections sont dirigées même par un ministère, Oui. le ministère de l'Intérieur, parce que c'est l'une des activités qui relève de celui-ci. Oui. Mais tandis qu'ici, chez nous, on cherche que l'on y mette des papes, qu'on y mette des évêques, qu'on y mette des gens que l'on croit comme s'ils étaient des extraterrestres. Que voulez-vous? Moi que vous voyez, je suis plein de défauts. Au-delà des défauts, j'ai quand même au moins une petite qualité. Il en est autant pour quiconque. Ce monsieur que l'on a institué, il faut le connaître pour savoir s'il est capable d'assumer les offices qu'on lui donne. Oui. Quels sont ces offices? C'est l'administration des élections. Et quand on administre les élections par rapport à l'esprit et à la lettre de la loi, néanmoins celle en vigueur, il n'y a pas un individu, président pourrait-il être, qui va avoir la police de pouvoir imposer sa volonté lors de la publication des résultats. Parce que la transparence exige que toutes les tendances soient représentées dès le premier niveau des élections. Oui. C'est-à-dire, lorsque nous allons dans un bureau de vote, chacun des lecteurs, enfin chacun des élus ou des candidats à élire se retrouve être représenté par ces témoins qui contresignent les documents par rapport aux procès-verbaux subséquents. Oui. Il en est ainsi jusqu'au niveau de la grande structure qui dépouille les travaux, et en ce moment-là, cette structure, elle devient composite, elle intègre les différents courants qui se retrouvent être en lice. Dans le cas d'espèce, la personne de l'individu que l'on cite ne peut avoir de l'incidence positive que si et seulement si elle incarne une certaine expertise. Moi, ce monsieur-là, je le connais, il a le malheur d'être d'une petite taille. Oui. Je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale il y a 3 ans, lors d'un débat, et je me posais des questions. Qui était ce monsieur-là? Il a la maîtrise de la matière. Très peu, commençant par moi, maîtrise les activités d'ordre électoral. Mais la population pense que c'est la continuité de Corneille Nangaa et qu'il a des acquaintances avec le Front commun pour le Congo, et finalement, il n'y a pas eu consensus au niveau du choix de Rossard Malonda par rapport aux confessions religieuses. C'est ici qu'intervient la question d'État et la question politique. Si je suis un homme d'État,
je dois répondre aux questions que l'État soulève dans son administration et son fonctionnement. Si je suis politique, je vais répondre aux questions d'ordre politique qui, par ailleurs, sont des nébuleuses parce que ça n'a pas d'issue, chacun poursuivant ses intérêts. Les questions de l'État sont précises. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la paix, de la sécurité et du développement, pas plus. Mais que l'on se mette sur ce chemin, on ne trouve aucun politicien. Bien au contraire, il s'agit des hommes et dieux que l'on veut créer dans notre pays. Et tout le monde est en train de faire sa campagne autour de l'homme individu. Mais qui est cet individu qui peut apporter le bonheur aux Congolais? Il n'y en a pas. Qui peut apporter la paix aux Congolais? Il n'y en a pas. C'est plutôt la structure politique, le système politique que nous devons mettre en place qui est de nature à interpeller l'État au regard des besoins de la population. Pourtant, c'est tout sauf ce que traverse le politique actuel de notre pays. Oui, enfin, merci beaucoup parce que vous le dites si bien, et ça, je suis avec vous sur le chemin. Mais une chose, c'est vrai, nous sommes des intellectuels. La plupart des gens ont cherché à être intellectuels. Ils définissent cette intellectualité sur la mesure de parler français. Ils font même un effort pour articuler le français, mieux que les Français même. Et ils n'ont rien dans la logique des choses par rapport à ce que doivent être les actes. Ce n'est pas pour rien que l'on envoie les enfants à l'université, à l'étude, école primaire, secondaire, université. On y apprend ce que l'on ne peut pas trouver dans la société. Mais vous dites bien la société. C'est tout le monde, les gens, c'est tout le monde là. Quelles sont les statistiques que l'on a faites pour évaluer ceux qui sont pour et ceux qui sont contre? Ce n'est pas le mécanisme. Ici, nous sommes en face des électeurs naturels, de celui ou de ceux qui doivent diriger la CENI. Ils sont au nombre de 8. S'ils sont au nombre de 8, est-ce que les élections ont eu lieu? Point d'interrogation. Je ne me suis pas intéressé à entendre dire, on nous présente qu'il y a eu 8, et de 8, 6 ont voté pour et 2 ont voté contre. C'est ça. Taisons-nous. Suivons. C'est ça la citoyenneté, pas plus. Mais quand on va contester, vous contestez quoi? C'est parce que ce monsieur, effectivement, je vous l'ai dit au début, il a une taille rabougrie. C'est peut-être pour cette taille, mais dans sa tête, il est costaud. Il a une très forte personnalité technique, ça je le dis. Je suis professeur d'université. Je ne le connaissais pas et même lui ne me connaît pas. Moi, je ne le connais pas comme tel, mais je l'ai rencontré dans une circonstance où il développait la maîtrise de la matière. Par ailleurs, on l'a vu lors du contentieux électoral entre Fayoulou et Tshisekedi. La manière dont ce monsieur-là parlait, il faut être sérieux pour lui dire merci et être moins sérieux pour chercher à lui jeter la pierre. Ce qu'il dit là, moi je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas de mon école. Il maîtrise cette matière-là. Il ne faut pas tous les jours nous envoyer des primériens, les gens qui viennent apprendre dans le travail qu'ils sont en train de faire, conséquence crise sur crise. Lui, je pense peut-être on peut le reprocher on peut lui jeter la pierre sur le plan de la probité morale. Que je ne connais pas comment il vit chez lui. Mais ici, nous sommes dans un milieu professionnel pour lequel il a une maîtrise à faire valoir. Alors finalement, la pression populaire a eu raison. Le chef de l'État a réagi en adressant une correspondance à la présidente de l'Assemblée nationale, n'étant pas dans la capacité d'investir Ronsard comme président de la CENI ou à la tête de la CENI. Mais quelle sera finalement l'issue de cette question ou de cette petite crise qui semble s'installer au niveau de la CENI et même au niveau des confessions religieuses qui ont adressé également plusieurs lettres au chef de l'État? Je suis gêné. Je suis gêné que vous me disiez des choses dans ce sens-là. Si tel est le cas, ça me gêne. Vous comprenez un peu? L'État, on le gère par des principes, avec une maîtrise qui vient rencontrer la pensée des normes qui nous régissent. Quand nous parlons, les gens sont dans la rue. Ceux qui sont dans la rue, on les monte. Mais l'État s'est organisé de telle sorte que les gens là dont on parle se retrouvent être derrière un député, notamment. Et plusieurs députés, ils forment une assemblée provinciale. Ils forment une assemblée nationale. Ils forment le Sénat.
C'est ça la population. C'est ça la nation, organisée de manière classique. Mais si vous vous passez d'eux pour prêter oreille à ceux qui ne sont pas attitrés, qui ne sont même pas reconnus par la Constitution comme devant être interpellés à un moment bien déterminé, c'est dommage. Ici, une bonne manière de contester une décision qui vient de l'Assemblée nationale, c'est de soumettre encore cette même Assemblée nationale à un exercice d'élection. C'est pourquoi on est élu pour la première fois et la deuxième fois on perd. C'est à ce moment-là que l'on dit le peuple a dit. Mais si, au-delà de la structure officielle que l'État reconnaît, de par la Constitution s'il vous plaît, parce que la Constitution reconnaît les institutions, notamment 1, le chef de l'État, 2, l'Assemblée provinciale, 3, l'Assemblée nationale, le Parlement, 3, le gouvernement, 4, le pouvoir judiciaire. Si ceux-là sont institutions, c'est-à-dire c'est avec ces institutions que ceux qui gèrent l'État doivent collaborer, doivent échanger. S'il y a une récusation d'un acte qui vient de l'Assemblée nationale par le chef de l'État, on obéit à quel principe de la Constitution? Parce que le chef de l'État est le garant de la Constitution. Mais puisque également à l'Assemblée nationale, il y a eu quand même des irrégularités sur cette question. Les députés de l'opposition ont claqué la porte pour dire qu'il n'y a pas eu vote, pour dire qu'il n'y a pas eu PV de confession religieuse attestant que Ronsard a été choisi. Donc il y a quand même eu des irrégularités. Nous sommes à Lubumbashi, à 2000 km de Kinshasa. Nous ne sommes pas dans la structure telle qu'elle fonctionne pour prétendre avoir la maîtrise des faits tels que c'est perpétré sur les lieux. Je ne pense pas, connaissant en minimum la personne de Mabunda, Madame Mabunda, se mettre sur la piste d'une démarche aussi ridicule que celle de faire des irrégularités qui vont participer à son discrédit. Mais pourtant, c'est une femme costaud dans la tête. Sur les réseaux sociaux, on a vu plusieurs députés crier au scandale. Les réseaux sociaux, depuis que ça existe, ça devient un langage. Les députés ont crié au scandale, professeur. Je peux vous donner mon téléphone sur WhatsApp. Il y a des milliers de messages. Réseaux sociaux, je ne lis pas. Moi, je suis un scientifique. Oui. Ma caractéristique, c'est de m'assurer de la matérialité des choses par rapport à la preuve. Mais les réseaux sociaux, les gens viennent raconter des saloperies. Et moi, je vais passer 1 minute pour lire les réseaux sociaux et être dirigé par les réseaux sociaux. C'est une manière d'être suffisamment irresponsable. Je ne le ferai pas. Voilà, on va changer de cap. On va cette fois-là parler quand même d'une question assez importante dans l'actualité politique. C'est le communiqué du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, un communiqué qui a été à l'intention de la communauté nationale, fustigeant bien évidemment les récentes ordonnances du chef de l'État en disant être surpris que cela s'est passé pendant qu'il était en mission de service. Une polémique qui s'est créée autour de cette question, professeur, c'est le contre-saint qui a été finalement fait par son intérimaire. Restons d'abord sur la forme, avant de crever l'abcès en étant dans le fond. C'est quoi cette histoire? C'est peut-être que nous avons l'habitude ici chez nous de nous intéresser beaucoup plus aux appendices au lieu de connaître le corps. Quand on lit la loi, il faut la lire dans son intégralité. Je crois que quelqu'un va nous trouver, hein, quand oui, même. On va demander. On va y arriver, mais, maintenant, terminer avec votre parce idée. qu'il y a la forme. Oui. Avant de parler de la forme, celle-ci, elle est dictée surtout par l'esprit de l'acte lui-même. La loi dit quoi? C'est la lettre. Mais cette lettre est fondée sur un esprit. Oui. Et l'esprit, on le trouve dans l'exposé des motifs, on le trouve dans le préambule. Oui. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce que tout le monde est devenu constitutionnaliste à ce pays, parce qu'il a eu l'avantage de lire un article de la Constitution. Mais merde, c'est quoi ça? Moi, j'ai fait l'université, premier graduat jusqu'en 5e. J'ai même échoué 2 fois à l'université en graduat pour vous démontrer que ce n'est pas facile de faire le droit. Oui. Vous trouvez un quado
qui lit un article de la Constitution, il s'en pavane pour démontrer en quoi la Constitution en dit. Mais la Constitution va d'entrer dans son articulation. Il y a son esprit. Cet esprit, vous allez le trouver dans le préambule. Il y a aussi la motivation. Oui. La motivation, vous allez la trouver dans l'exposé des motifs. Tous ces juristes en paille qui sont en train de se développer aujourd'hui sans jamais passer par la faculté de droit. Mais de quoi ils veulent parler? Quand le président de la République Oui. prend une ordonnance, à qui revient la compétence par la Constitution de prendre une ordonnance? C'est exclusivement le chef de l'État. Effectivement. C'est exclusivement le chef de l'État. Mais parce que nous entrons dans la phase de la démocratie, Oui. on exige en même temps aussi que la bonne gouvernance soit assumée. Et la bonne gouvernance a ses principes. Nous risquons de nous retrouver devant un Dieu soleil, comme ce fut en France. Oui. D'où le caractère du chef de l'État par rapport à la définition de son ordonnance, pour éviter que cela ait un caractère absolu, on le relativise par l'acte que l'on appelle le contre-saint. Parce que le contre-saint, c'est Oui. quoi? Je veux l'expliquer de manière terre à terre, Oui. parce que si je rentre dans la religion du droit, je risque de ne pas faire comprendre le message à ceux qui ont besoin de l'apprendre. Effectivement. Le contre-saint, c'est quoi? C'est l'acte par lequel la décision du chef de l'État est invitée à être diluée, à être relativisée, à être adaptée à la réalité des faits et des actes que la loi prévoit. Dans le cas d'espèce, pour que le chef de l'État cesse d'être un homme absolu, de qui vient la décision sans la contredire, on lui demande de collaborer avec celui qui a l'exécutif, toute l'administration de l'État entre ses mains. Oui. Tous les services de l'État ont un attachement au gouvernement. Il y a un ministère qui s'occupe d'eux, un ministère qui s'occupe d'eux, un ministère qui s'occupe d'eux. Et tous ces ministères-là sont des services techniques pour le chef du gouvernement, le Premier ministre, pour que celui-ci, quand il doit prendre la décision, il se réfère d'abord à chacun des services spécialisés. Oui. Ce n'est pas pour rien. Bien sûr, ça fait mal, notamment moi, qui suis attaché au vice-premier ministre Tunda. Ça me fait mal, mais que voulez-vous? Mais quelque part, on a exigé la rigueur. Oui. Vous ne pouvez pas engager le gouvernement par votre point de vue individuel. Oui. Il y a à boire et à manger, mais pour des raisons de l'orthodoxie, il est juriste avéré, il est juriste consommé, il a compris que je devais me retirer au regard des reproches qui lui étaient faits. Il a accepté. Donc ici, on ne peut plus engager l'État par une décision qui vient d'un individu. Le constituant refuse. Même que le chef de l'État ait le pouvoir personnel de prendre une ordonnance, Comme vous le dites, mais celle-ci doit obtenir... le contre-saint ne fait pas du Premier ministre co-auteur des ordonnances du chef de l'État. Oui, celle-ci va obtenir le contre-saint du Premier ministre. Oui. Pour dire... Qui, du reste, représente le gouvernement. Mais qui est le contre-saint n'est pas lié au Premier ministre, mais plutôt au gouvernement. Donc, le Premier ministre, quand il contresigne sur une ordonnance présidentielle, c'est au nom du gouvernement qui s'avère normal que son intérimaire, qui représente en ces instants-là, le gouvernement, arrive à contresigner. C'est en quoi vous avez été génie. Vous avez même été savant. Vous. Allez-y, professeur. Allez-y, professeur. Oui, en quoi vous avez été génie. Dites-nous. Oui, vous avez été génie, vous avez été savant quand vous avez voulu que nous parlions d'abord de la forme. Oui. En droit, avant le fond, il faut vider d'abord la forme, Oui. la procédure. Et cette forme-là, en l'espèce, c'est quoi? Le Premier ministre, il est qui? C'est lui le premier conseiller du chef de l'État. Est-ce que les gens le savent? Maintenant, je change les choses. Qui est celui qui peut donner le meilleur conseil au chef de l'État? Un conseil meilleur que celui qui viendrait du Premier ministre?
par rapport aux actes que le président pose, parce que tous les actes que le chef de l'État pose sont des actes à caractère administratif en termes des ordonnances. Et qui en assume la gestion? C'est le Premier ministre. L'exécutant. Mais il ne faut pas que le Premier ministre, sur son chemin, il rencontre des couacs qui sont liés à une mauvaise décision prise par le chef de l'État. Et c'est lui qui va répondre devant le Parlement. C'est en quoi le programme de 100 jours a pété. Donc vous comprenez? C'est en quoi ce programme a pété. Oui. Parce que vous parlez de la forme qu'on en parle. Cette forme exige quoi? Cette forme exige, selon la Constitution, que le Premier ministre présente son programme de gouvernement au Parlement. C'est parce que c'est devant le Parlement qu'il est responsable. Oui. Mais tandis que le chef de l'État est totalement irresponsable. Oui. Personne ne peut le poursuivre. Oui. Le Parlement n'osera pas ouvrir sa bouche pour le poursuivre. Oui. J'aime dire c'est le petit frère de Dieu dans notre pays. Mais il a profité, jusqu'à la veille de Caméré, de laisser au culte noir le gouvernement fonctionnait de manière coutumière, sans aucun acte qui pouvait... Puisque des missionnaires, logiquement. Pardon? C'était un gouvernement des missionnaires. Non, le gouvernement que lui venait d'instituer. Ok. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba posait la question. Il a obtenu l'acte fixant l'organisation et le fonctionnement, les mécanismes de collaboration entre les ministères. C'est à la veille de l'arrestation des Caméré. Oui. Et pendant tout ce temps-là noir, on a posé des actes, principalement le programme des 100 jours, pour que ça passe dans le noir et que ça ne soit pas poursuivable. Aujourd'hui, quand Caméré même dit « ce n'est pas mon programme », on ne peut pas croire. On est en train de le poursuivre et de l'exécuter. On va l'exécuter, on va le tuer. Pourquoi? Parce que il a posé des actes, mais des actes dans l'occultisme, de manière coutumière. Pourquoi est-ce que le chef de l'État, qui prône bien l'état de droit, pouvait bien accepter que les actes que lui va prendre puissent se passer une longue période de plus d'une année sans qu'il n'y ait un acte légal, un acte de droit à quoi ça devait obéir? Donc vous comprenez. Intention. Nous avons suivi la deuxième intention malveillante. Tambwe Mwamba a relevé. On prend une ordonnance. Restons dans le contexte, écoutez, je vous y réponds. Parce qu'on n'a pas assez de temps, on a beaucoup de questions à épouser. Restons dans le contexte du contre-saint, parce que c'est très important. On y arrive. Oui. On y arrive. Oui. C'est ça la matrice de ce dont nous parlons. Allez-y rapidement, professeur. Tambwe Mwamba venait de faire relever au chef de l'État l'irrégularité de l'acte qu'il venait de prendre pour décréter l'état d'urgence. Et c'est la Cour constitutionnelle qui a La Cour tranché. constitutionnelle a donné deux positions, une position publique et une position cachée. Cachée que celle Oui, que nous, celle qui est pas. publique, c'était que le chef de l'État avait raison. Ok. Celle qui était cachée pour honneur au chef de l'État, c'était que Tambwe Mwamba avait raison. Pour preuve, depuis 2 jours après, 3 jours après, on a repris la démarche que Tambwe Mwamba avait sollicitée. Et plusieurs fois, est-ce que nous n'avons pas vu que le chef de l'État sollicite que l'Assemblée, le Parlement se réunissent pour solliciter sa participation à la prise de décision quant au renouvellement de l'état d'urgence? Mais pas en congrès. La différence, c'était pas en congrès. Non, c'est le congrès. C'est là la nuance, le congrès. professeur. Mais revenons un Oui, peu, restons un peu dans le contre-saint, parce que c'est très important. Oui, on y vient, on y arrive. Ne nous attardons plus sur cette question. Non, on y arrive pour vous montrer oui. les multiples irrégularités. Ça, c'est aussi un contre-saint de l'Assemblée que le chef de l'État sollicitait en la matière, même quand ce n'est pas dit expressement. Parce que quand le chef de l'État sollicite de l'Assemblée une volonté participative, comme aujourd'hui, l'Assemblée a refusé de renouveler encore l'état d'urgence. C'était le contre-saint. Ce n'est pas écrit expressement. C'est ça le contre-saint. L'Assemblée a refusé et le chef de l'État n'a plus renouvelé. Est-ce que l'intérimaire du Premier ministre Oui, n'a pas le droit de contre-signer sur une ordonnance présidentielle? Oui, pardon? L'intérimaire du Premier ministre n'a pas le droit ou aucune loi ne l'autorise de contre-signer sur une ordonnance présidentielle? Fort malheureusement, d'aucuns l'ignorent. C'est une question soulevée par la Constitution, mais dont l'articulation se trouve dans le droit administratif.
il y a la délégation du pouvoir et la délégation des signatures. Oui. Posez la question à tous ceux qui gèrent. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui se passe. Posez un peu la question ici même au gouvernorat. Oui. Ou parce que c'est l'autorité la plus grande ici. Le gouverneur peut se déplacer. Nous connaissons qui est celui qui assume son intérim. C'est le vice-gouverneur. Est-ce qu'il lui donne aussi la signature pour que l'argent sorte? Très souvent, non. Les deux sont actes valables. Je vous donne le pouvoir de veiller sur tout ce qu'il y a, mais je ne vous laisse pas la signature. Donc, vous comprenez. Ça n'exige pas que ça apparaisse dans l'acte dans l'acte de délégation. Non, de délégation. On délègue le pouvoir, on ne délègue pas la signature. Oui. Le Premier ministre, il s'est déplacé ici pour une mission de 3 jours. Ça, c'est officiel, dit-on. Je n'ai pas vu les actes. Il est arrivé à 3 heures le matin ici, à 9 heures, 10 heures à Kinshasa. Les ordonnances commençaient déjà à 14 heures. C'était à 14 être heures. rendues publiques. C'était à 14 heures. Sur la scène nationale. C'était à 14 heures. C'était autour de 14 heures. Heure de Kinshasa ou bien Heure de Kinshasa. Oui, merci beaucoup pour le correctif. Oui. Parce que c'était déjà à 14 heures. Pendant que le Conseil de ministres était en train de siéger, il n'y avait pas péril à la demeure. Le pays n'était pas dans une situation telle qu'il y avait une guerre qui se présentait à l'horizon. Non du tout. Mais on a voulu que ceux qui puissent apporter un avis contraire de nature à équilibrer la tendance soient déplacés, entre guillemets, à la suite d'une mission, notamment le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le ministre de la Défense, qui se déplacent pour que l'on arrive, on fasse ce que l'on a pu faire. Voyez maintenant, ceux qui ont contresigné, ils sont tous d'une même tendance, à la fois politique et tribale. Vous comprenez un peu? Ce qui est facile d'obtenir un point de vue, à la fois politique et tribal. Et ce qui est aussi facile d'obtenir une contestation. Mais pourquoi est-ce qu'on veut à la fois faire de bonnes choses et soulever des contestations? Et pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas attendre? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas attendre que le Premier ministre rentre? Entre autres questions, sans ordonnance, comme on le dit. Si cela est vrai, même 50 prénoms, c'est dans l'espace de 3 heures du matin à 14 heures que ces ordonnances ont été rédigées, sans passer par les services techniques. Ça se faisait dans un labo autre que celui du gouvernement. Bon, on va quand même essayer de crever l'abcès. Certaines personnes ont tendance que le Premier ministre a bien voulu se retrouver dans son Katanga natal pour éviter la pression du FCC en endossant sa contre-signature sur ces ordonnances. C'est normal que cela soit dit par ceux... Et une certaine opinion Oui, c'est normal que cela soit dit par ceux qui pensent que l'information, il faut trouver dans la rue. Dans le cas d'espèce, il est venu avec un ordre de mission dûment établi. Nous avons suivi qu'on l'a envoyé pour des raisons sécuritaires dans la province. Par qui? Par son chef. Son chef, c'est qui? C'est le président de la République. Entre-temps, la République fonctionne. Hein? Oui. Non, la République fonctionne. La République ne doit pas s'arrêter parce que le Premier ministre est en déplacement. Les gens n'ont pas la culture, n'ont pas la connaissance du concept du contre-saint et de l'absence ou de l'empêchement dans le cas d'espèce. S'il était en dehors de notre territoire, ça pouvait être valable. Il est ici, dans les 4 coins de notre territoire. Il est au Congo. Il peut prendre un acte, même le président de la République, pas simplement à Kinshasa. Il peut prendre chez moi à Kabongo, dans mon village à Kimbi. C'est valable parce qu'il est le chef de l'État. Tout l'État. C'est pourquoi on parle même des OPJ à compétence générale et des OPJ à compétence restreinte. Dans le cas d'espèce, le chef de l'État a une compétence générale sur toute l'étendue de la République. Il peut quitter Kinshasa pour commencer à siéger à Nyunzu. Et les actes qu'il prend à Nyunzu ont une même valeur que ceux qu'il prend quand il est à Kinshasa. Mais on a l'impression que le contre-saint du Premier ministre, dont actuellement évoquent plusieurs cadres FCC,
semble être un avis de conformité. Non. De conformité. De conformité, non. Pourtant, ce n'est pas le cas. Non. D'abord, il faut que l'on connaisse l'esprit. C'est pourquoi j'en ai parlé au début. Oui. Nous venons d'une dictature caractérisée. Nous entrons dans la zone de la démocratie. Et cette zone de la démocratie exige que l'on puisse se référer au souverain primaire pour que celui-ci participe à l'exercice, à la rigueur, à la jouissance même des droits de souveraineté d'une manière ou d'une autre. D'où ceux à qui le souverain primaire donne le pouvoir ou ceux qui vont chez le souverain primaire pour chercher celui-ci, ils doivent se référer à des conditions qui permettent que la sécurité juridique dans l'exercice des fonctions soit réservée en faveur du souverain primaire, lui qui n'a pas moyen de paraître là où on gère l'État. Dans le cas d'espèce. Oui. Parce que le chef de l'État devient le petit frère de Dieu, comme je vous le dis, mais il faut éviter de nous retrouver en face d'un Dieu soleil. D'où il faut diluer cette intensité des dieux soleil par le contre-saint. J'aurais préféré pour que... Oui, mais avant, il va nous lire. Qu'on nous lise un peu. Très rapidement. Oui, très rapidement, c'est que... Oui. Les actes réglementaires que le président de la République signe, nous sommes au point 3 de l'exposé de motifs de la Constitution qui parle de l'organisation et de l'exercice du pouvoir à son deuxième paragraphe. Les actes réglementaires que le président de la République signe dans les matières relevant du gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le contre-seing du Premier ministre qui en endosse la responsabilité devant l'Assemblée nationale. Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du chef de l'État, sont devenus des domaines de collaboration. Voilà. Ici, on n'a pas parlé de l'armée et de la justice, je pense. Non, on le dit, sécurité c'est quoi? Reprenez. Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du chef de l'État, sont devenus merci. Merci, Est-ce maître. qu'à ce propos, l'exposé des motifs peut nous épargner de ce débat? Oui, ça va nous épargner. Mais je voudrais qu'on revienne à une question assez importante. Je pense qu'à cette époque-là, vous étiez encore conseiller à la présidence de la République, pendant que Joseph Kabila a nommé le juge de la Cour constitutionnelle et que le Premier ministre étant absent de la capitale, mais étant au pays, c'est le vice-premier ministre qui était président chez Okitundu qui a contresigné sur cette ordonnance. Pourquoi n'avez-vous pas évoqué cette question en son temps comme c'est le cas actuellement? Ça n'avait pas créé un quelconque conflit. Pas un seul. Parce que vous ne connaissez pas comment ce travail avait pris en termes de temps. C'est un travail qui avait été pris qui avait pris beaucoup de temps. Dans tous les services spécialisés pour que l'on arrive à une telle décision. Et quand chez Okitundu vient signer, posez-vous la question, comme vous le dites, parce que je ne me rappelle plus, d'autant plus que ça n'avait donné l'objet à aucun débat. Pourtant, c'est le cas. Oui. Et on se demande également pourquoi en ces temps, il n'y a pas eu débat et actuellement, il y a débat. Non, je vais vous donner la raison. Oui. Si en son temps, il y avait unanimité autour de cet acte que le chef de l'État venait de prendre, donc il n'y avait pas lieu que l'on puisse contester la signature de chez Okitundu. Je voudrais vous dire ceci. Kabila a eu la réputation d'être un homme très hésitant. Quand il veut prendre une décision, celle-ci va prendre même 1 mois, 2 mois. À la rigueur, il mettait ça à la poubelle. C'est parce que il soumettait chaque matière à un service qui avait compétence. Dès lors qu'un service donnait un point de vue contraire, il s'arrêtait pour concilier les tendances. Les débats se traitaient en amont et non en aval. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est dans la controverse? Il ne faut pas ignorer que l'on est en face d'un régime de coalition. Un régime consensuel. Et là où il y a le contrat, les conventions,
il faut savoir comment les exécuter pour rencontrer les pensées des uns et des autres. Même ça exige quand il faudrait nommer des juges, même quand il faudrait nommer dans on l'armée, vous parle il ici. faut qu'on finalement... Non, restons dans le contexte de coalition. Quand il faudrait nommer un juge, quand il faudrait nommer un général d'armée, il faudrait qu'on en discute dans la coalition. Non, je dis d'abord ceci. Pour qu'il y ait nomination, par exemple, le pays est vaste. Il soulève des problèmes que l'on appelle maintenant couramment la géopolitique. Le souci d'intégration de tout le monde dans la nation. Oui. Cette question commence à être vraiment importante au point que tout le monde sent mal quand une ordonnance d'un chef de l'État n'a pas un caractère intégrateur, a un caractère tribal, si c'est le cas par exemple, un caractère exclusiviste. Mais ça blesse plus que ça ne pouvait blesser autrement que s'il prenait la décision. C'est ainsi qu'il faut vider tous les débats autour de la question pour que l'on trouve une solution qui mette tout le monde d'accord. Par ailleurs, tout ce que vous évoquez comme préoccupation nous fait entrer tout simplement sur le chemin de la malgouvernance. Parce que l'opposé, c'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance a 4 piliers sur lesquels elle est assise. Le premier pilier, c'est la démocratie. Et ici, chez nous, elle se veut à la fois politique, sociale, économique et culturelle. Le deuxième pilier, c'est la transparence. Dans le cas d'espèce, la transparence a manqué. Parce que le Premier ministre a réagi. De 3, il y a la représentation. Il faut que dans tous les actes que l'on pose, que l'on sente que les différents groupes de partis qui sont concernés sont représentés. Et à la fin, il y a l'équité et la justice dans l'exercice et la jouissance des droits de souveraineté. Si c'est le cas, vous verrez que les institutions de Bretton Woods qui insistent que la bonne gouvernance de nos États repose sur ces piliers vont vous applaudir. Si vous avez une relation particulière avec un Américain, avec un Français, ne croyez pas que vous avez la relation avec l'État américain ou l'État français. Ici, la bonne gouvernance, on l'exige. Voilà, mais on va vider cette question. Quelle sera finalement l'issue? Parce que il semblerait que le Premier ministre n'a pas été reçu comme sollicité par le chef de l'État. Il a été convié à participer au Conseil de ministres. Mais également, il y a déjà de remises et reprises qui se font ça et là par rapport à ces ordonnances, ces actes de nomination. Mais le FCC, en ce jour, dans la rue pour finalement à la fois soutenir les institutions de la République et à la fois condamner ceux qui jugent actuellement comme acte de dictature. Moi, à la place du Premier ministre, l'acte que je ferais, c'était simplement démissionner. Démissionner pour la raison principale suivante. On veut me traiter comme un figurant. Pendant que l'on traçait le programme des 100 jours, le ministère ou les ministères ou le gouvernement a fonctionné de manière coutumière pendant plus d'une année. Et le Premier ministre ne pouvait pas prendre une décision responsable, encore moins l'un de ses collaborateurs, c'est-à-dire le ministre. Aujourd'hui encore, on me déplace de Kinshasa pour venir dans une mission et à la fin on signe. C'est ça la logique dictatoriale que Mobutu avait. Si vous voulez prendre une loi, vous soumettez une matière à la compétence du Parlement, il y aura des débats qui vont paralyser l'issue. D'où j'attends que le Parlement soit empêché, il soit en congé, et dès qu'il y a un empêchement quelconque, je signe une ordonnance-loi. Elle a la même valeur qu'une loi. Vous voyez, c'est ce que font les présidents qui sont dictateurs. Et c'est très dangereux pour nous. Voilà, merci professeur Banza Malalé. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous sommes en train de chuter avec ce programme Les Décideurs. Nous sommes avec le professeur Banza Malalé. Il est député provincial élu de Lubumbashi. On va rentrer dans le Katanga. On va un peu rester au niveau de l'Assemblée provinciale où après les marches qui ont causé mort dans la ville de Lubumbashi, les marches organisées par l'UDPS sur l'étendue de la République,
quelques députés provinciaux de l'UDPS ont finalement réclamé assez que la clarté ou une lumière soit faite sur cette question où l'on a accusé plusieurs autorités d'être complices sur cet état de choses d'insécurité où l'on a tué quelques militants du parti. J'ai entendu, comme quiconque, hein, vous êtes député provincial, je viens de le rappeler. Je suis en vacances parlementaires. Effectivement. Je ne suis pas obligé d'entrer dans les offices de mes activités. Donc, quand j'apprends quelque chose, la radio en donne l'information. C'est de manière superfétatoire, parce que mes actes, je sais où je les pose, c'est l'hémicycle. Oui. Et il y a le bureau qui assume le travail de manière permanente. Oui. Dans le cas d'espèce, j'ai entendu, je vous ai vu tourner plusieurs fois la langue pour parler, quelques collègues, pas simplement de l'UDPS, mais d'autres aussi regroupements politiques qui se sont mis en commun pour accuser Jacques Kiaboula, le gouverneur, comme ayant massacré. Cette danse, c'est de bas niveau. Pour un député, nous avons un lieu où nous pouvons poser des actes du genre. Ils disent même qu'ils connaissent que c'est lui, c'est attentatoire. Moi, le professeur Banzamalane, député provincial, de la même famille politique que Jacques Kiaboula, qui est du PPRD, moi je suis d'Apreco, mon parti politique. Je suis très fier du comportement que Jacques Kiaboula a posé. Oui. C'est lui d'aller se plaindre auprès du bureau pour fustiger le comportement de nos collègues. Et nous pensons, nous allons traiter ce dossier avec la rigueur d'usage, tout en lui demandant que la question soit examinée dans l'hémicycle, qu'on donne les preuves. Si réellement Jacques Kiaboula a participé au massacre, entre guillemets, parce que j'en entends parler, il ne mérite pas d'être gouverneur. Il ne peut pas régner sur le sang. Il ne peut pas régner sur les pleurs, les armes des gens. S'il n'en est rien, ce sont des imputations dommageables. Et à ce titre, qu'il ne s'arrête pas, qu'il poursuive l'action au niveau judiciaire pour que ceux qui font des déclarations d'une certaine légèreté arrêtent. Vous comprenez? Il y a des gens qui croyaient qu'il faut chaque fois contredire ce qui est, même ce qui est mieux. Jacques Kiaboula, parmi les gouverneurs dans cette province, à son âge, ce qu'il est en train de faire, on peut le comparer à qui? Je pose la question à votre conscience. Je pose la question à la conscience de tous ces gens-là. Certes, il peut connaître aussi des erreurs, mais approchez-le. Dites-lui ici, ça ne va pas. Accusez-le chez nous, à l'Assemblée provinciale, on va l'entendre. Mais vous passez à l'hémicycle. Mais c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont accusé au bureau. Enfin, moi, ce que j'ai suivi plutôt, c'est le communiqué qui est passé à la radio et à la télévision. Mais à l'Assemblée provinciale, après avoir été reçu par le bureau de l'Assemblée. Moi, ce que j'ai suivi, c'est le communiqué. Oui. Si c'était à l'Assemblée, je crois qu'on aurait dû leur demander, à eux donc, de fournir les preuves pour ne pas être sur une accusation gratuite. Dans le cas d'espèce, Jacques Kiaboula, il est gouverneur de toute la province. Mais nous sommes dans... Il faut lire le droit administratif. Avec la démocratie telle qu'on la gère aujourd'hui, le pouvoir du gouverneur n'est resté plus qu'administratif, de coordonner les activités. Mais il y a des services qui dépendent de Kinshasa, notamment la police, l'armée, l'ANER, la DGM, ne dépendent pas de lui, même si par moment il les réunit à une rencontre bien déterminée. Vous allez le poursuivre comment? On a connu des morts ici. On a tué des gens, des Katangais en plus, en les brûlant même vifs à la suite de la poursuite, de qui? De notre... de Gédéon. De Bakatakatanga. Il n'y a personne, aucun député ne s'est mis dans ces conditions-là pour chercher de contester. Et on va nous dire que Jacques Kiaboula a tué et il a jeté dans... Vous non plus, professeur. Quand vous parlez d'aucun député, vous non plus alors. Mais moi, parce que je pèse mes mots, il ne faut pas que je pose des actes de manière ridicule. Oui. Mais il y a des actes que j'ai posés dans une commission, je les ai posés, je ne peux pas vous le dire ici parce que ce n'est pas ici que je dois montrer ce que je fais. Mais aucun député n'est passé à la radio, à la télévision pour fustiger. Ceux qui sont morts, une vingtaine de gens que l'on a tués et on a brûlés, ça fait plaisir. Mais on nous dit que l'on a ramassé les gens qui ont été tués à la suite d'une marche. Donc il y a des gens, pour des raisons de leurs intérêts politiques, ils participent au massacre pour que l'on puisse fustiger ceux qui sont en train de gérer. Aujourd'hui, il faudrait que j'invite le Katangais à comprendre. Il est grand temps
de prendre des choses au sérieux. Un homme comme Jacques Kiaboula, je ne le défends pas, hein. J'évalue le travail qu'il fait. Oui. Si je le fais en âme et conscience, il mérite d'être transporté en antipode, Voilà. au lieu que de voir des gens on va terminer. venir On va terminer. Que pensez-vous du rapprochement Joseph Kabila, Moïse Katumbi? Les jeunes du Katanga voudraient voir ces deux leaders katangais se remettre ensemble pour finalement matérialiser la vision. Que pensez-vous de cette question? Cette question a deux réponses positives. Et à l'issue, il y a une réponse dangereuse. Oui. Et les autres savent ça. On le dit, l'union fait la force. La division du Katanga a affaibli le Katanga. La force du Katanga se trouvait dans son union, dans l'intégration des uns et des autres autour d'un idéal commun. Le premier point positif. Deuxième point positif. Rapidement, professeur, on est pratiquement à la fin. Deuxième point positif, c'est le fait que quand on met ensemble ces gens-là, je crois que c'est la recommandation même que Jésus-Christ nous fait. Moi, je suis chrétien. Si votre frère, vous sentez que votre frère a un problème contre vous, allez vers lui. N'attendez pas que lui vienne vers vous. Je pense que c'est très bon. Maintenant, la deuxième réponse qui est très dangereuse, c'est ce qui fait peur à ceux qui croient que quand le Katanga est uni, reposant sur un idéal commun, ce sera fini. Merci, professeur. Merci. Et nous nous soutenons toutes les deux, les trois approches. Bonzama Lalé d'avoir répondu à nos questions. Merci également à tous les téléspectateurs d'avoir été avec nous au travers de ce magazine Les Décideurs. On prend rendez-vous le samedi prochain à pareille heure sur votre chaîne partenaire Askassis Télévision. À la prochaine. Bye bye.